propre. Je te posais la question, mais comment t'en es arrivé là? Comment t'as eu tout ce savoir? Est-ce que t'as toi-même suivi une formation ou est-ce que c'est juste de famille Ma famille, ils sont pas trop jardiniers. Mes parents faisaient un peu de jardin, ma grand-mère aussi, mais pas de maraîchage. Mais genre, je fais du jardin depuis que j'ai 4 ans. Et tu dirais que la meilleure façon pour s'instruire en permaculture, c'est quoi? C'est d'être sur le terrain? Après, c'est en fonction des préférences cérébrales de chacun, quoi. Ouais. Moi, j'aime bien aller chez des gens, voir, travailler avec eux. Ouais. Et j'aime bien aussi lire des bouquins. Oui, bien sûr. Mais pour moi, il faut que le savoir, que la connaissance soit appuyée par un savoir-faire. Ouais. Il y a une différence entre une connaissance et un savoir. Un savoir, c'est que tu as un truc de concret qui est lié à la main. Et d'avoir toujours un jardin chez moi où j'ai pu travailler dans le dedans, ça m'a permis aussi de pouvoir avoir un point de repère, un point fixe. Après, j'ai fait une petite formation au Bec et Loin aussi. Ah, Bec et Loin. Okay. La formation maraîcher permaculture, mais il y a 6 ans. Okay. Et je sais pas comment c'est maintenant. Et ça m'a appris quand même pas mal de choses, m'a surtout ouvert à plein de choses à chercher, quoi. Là, vous avez par exemple des betteraves, des courgettes qui ont bien poussé, mais c'est un peu la fin. Et donc j'ai laissé s'enherber. Donc là, vous avez, vous voyez, ça c'est une espèce de raie gras anglais. Là. Ça tombe bien parce que c'est un bon engrais vert. Toutes les betteraves, elles sont dedans. De toute façon, elles poussent plus trop à cette époque-là. Donc je vais bientôt les récolter. En même temps, là, l'herbe, elle a poussé. L'herbe, en fait, elle utilise tous les nutriments qui sont dans le sol pour pousser. En fait, elle va le stocker en elle plutôt que de le laisser se lixiver par les pluies. Ouais. Lixiver, c'est quand il pleut, vous avez une partie qui va ruisseler en surface et se barrer, une partie qui va s'infiltrer en profondeur et qui sera plus disponible aux plantes. Okay. Et à terme, ça risque de polluer même les nappes phréatiques. Okay. Ensuite, vous avez une lessivation qui se passe aussi. Vous n'avez rien sur la terre. Lessivation, c'est toutes les particules fines qui se barrent avec le ruissellement. Vous prenez un petit lopin de terre en pente, vous prenez un arrosoir, vous faites glisser dessus, vous allez voir, vous allez avoir toutes les particules grossières, sableuses, rocheuses qui vont rester en haut, et toutes les particules fines, limon et argile qui vont rester en bas. Alors c'est ces particules fines qui sont un peu la colle du sol et qui sont les éléments les plus nutritifs. Le reste c'est du minéral pur. Donc ça, pour parer à ça, il y a du paillage, des plantes qui poussent dessus, des arbres, l'aménagement peut-être en terrasse, voilà, de faire des bassins pour retenir aussi tout ça. Et donc là je vais laisser tout ça s'enherber, tout va être récolté. Ensuite, une fois que c'est bien enherbé, je vais déplacer mes poules, je les amène ici, elles vont manger toute l'herbe, elles vont tout ratiboser, elles vont bien l'affaiblir. Voilà, le tracteur à poules, là, je l'amène, je mets un grillage mobile. Je les enferme dans cette petite parcelle. Là, avec une dizaine de poules là, sur 200 mètres carrés, en 3 jours, c'est fait. Hein. Ah ouais. Ouais, elles vont tout défoncer super rapidement. Alors, faut pas qu'elles se barrent à côté sur le persil parce qu'elles vont tout bouffer. Ah ouais. Mais quand vous avez un sol qui est pas travaillé, paillé et tout ça, vous allez aussi avoir plein de limaces là, qui vont profiter de l'hiver pour pondre là-dedans. Et au printemps, il y a plein de bestioles qui vont sortir. Donc si vous faites passer les poules en plus là-dedans, elles vont gratter, elles vont manger les œufs de limaces, elles vont manger toutes les herbes, elles vont le transformer en déjection, très riche en azote, parce que les urines sont mélangées aux fientes, aux déjections. Et une fois qu'elles ont affaibli toute la végétation, là je rebâche pour donner des coups de grâce à l'herbe. Donc parce que comme il n'y a plus de photosynthèse, en fait en quelques semaines elle meurt. Voilà. Ça c'est valable sur des herbes comme ça là, qui viennent spontanément. Ça va pas être valable sur des herbes plus coriaces comme les rumex, les orties et les berces par exemple, qui ont des grosses racines pivotantes ou des racines traçantes comme les orties, qui sont un stock d'énergie. Ça peut rester 1 an sous une bâche, 1 an et demi parfois, et repartir quand même. Ouais. Toi du coup tu es un peu obligé de calculer ton salaire sur les 6 mois d'été et reverser sur les mois d'hiver, c'est ça? Parce que tu produis beaucoup moins en hiver, non? Non, en fait la période où il y a le plus, mon chiffre d'affaires est le plus important, c'est de septembre à février. Ah ouais? Parce que là il y a tous les produits de l'année et de l'automne qui sont là et en dispo. Qui sont stockés et qui sont stockés pendant des mois et des mois et des mois? Et t'as aucun problème de stockage? T'as pas eu
termes de général, perte. ça va, non? Ok. Tu vois, des betteraves, Ouais, des c'est carottes ça. et tout, c'est facile à stocker. Tu fous ça en tas dans des caisses, dans Ouais, des les caisses comme ça dans la tomates, cave. Ah, les tomates, ça se stocke pas. Ouais. Tomates, ça arrête. Donc ça c'est arrête, quoi il y qui en a se encore. stocke juste en termes de... En stockage, il y a plein de verdures que je vais conserver tout l'hiver parce qu'en fait elles ne gèlent pas ou alors elles sont protégées Et tu les laisses dans la dehors, serre. du coup, c'est Soit dehors complètement, soit sous la serre. Sous la serre, c'est pas forcément pour protéger du gel mais pour protéger de l'humidité. Mais du coup, tu les sors de terre, non, Ah, quand tu les protèges de... Non. Alors, surtout pas, non, ils sont en terre. Ah oui. Tu as des salades qui vont geler et qui vont dégeler. Ça, tu travailles avec les variétés qui sont adaptées au gel. Ouais. C'est l'échelle de rusticité. D'une plante, c'est sa capacité. Chaque fois qu'on fait un film, il y a le mec qui tombe. Et tu as des échelles de rusticité. Ça, tu as des légumes que tu vas pouvoir conserver dehors facilement. J'ai oublié les navets et les rutabagas. Par exemple, les navets, ça tient le gel, mais pas trop. Mais le rutabaga est beaucoup plus résistant au gel. Donc, tu peux t'arranger dans ton plan de culture de vendre d'abord tes navets et ensuite les rutabagas. Par exemple, là, les radis blancs, ils sont pas très résistants au gel. En même temps, ils sont beaucoup plus précoces, c'est-à-dire qu'ils vont pousser beaucoup plus rapidement que les radis noirs. Et ça, c'est les radis violets de Gournay. Si tu veux faire un truc bien étudié, par exemple, tu plantes. Ça, c'est des radis roses de Chine. Ils arrivent en premier. Ensuite, tu récoltes tout. Tu vends tes radis blancs du Japon. Ensuite, tu as tes radis noirs qui, eux, résistent plus au gel. Et ensuite, tu as tes radis violets de Gournay qui résistent encore plus au gel et qui poussent encore plus lentement. Et du coup, tu as des radis de septembre à mars, sans stockage en cave. Ah oui, ouais, juste En jouant avec les variétés. Ouais, juste pour les variétés. Sachant que c'est adapté à mon sol et mon climat, où il n'y a pas des gelées très très fortes, et c'est un sol sableux, donc très drainant. Donc il y a peu de rétention d'eau dans le sol, donc il y a peu de légumes qui pourrissent. C'est-à-dire que tout ce qu'un jardinier fait à un endroit, et tu fais à 2 km, c'est pas forcément possible, quoi. C'est important d'étudier son climat, son sol, tout ce qui est possible de faire, voilà, pour... Et tous les ans, tu arrives chaque à fois, ça peu près change. à peu près la même quantité? Alors non, plus je travaille dans le jardin, plus j'ai de production. Ouais. Mais tout l'argent que je gagne ici me permet d'investir tous les ans, là, d'acheter des trucs pour faire des serres, d'acheter pour faire des chemins. Là, le chemin, c'est payer le chemin et un parking plus les mares, c'est 7 000 €. Ouais. Donc si vous n'avez pas un peu de stock, ça, c'est rien hein, par rapport à 7 000 €. Un gars qui s'installe, il se dit bon, c'est rien, il va faire un emprunt de 100 000 €, tu vois. Ouais. Mais pour moi, c'est beaucoup quoi, parce que c'est un système où il n'y a pas d'emprunt, il n'y a pas de banque ou de choses comme ça. Puis après, tu te nourris surtout, non? On se nourrit, alors on est quand même, moi, ma copine, mon frère et sa femme, ma soeur qui prend des paniers, ma grand-mère, mes parents à côté, plus mon oncle quand il vient il prend un panier, enfin je lui donne pas mal de légumes. Et, c'est suffisant ce que tu produis pour nourrir autant de personnes? Ah bah nous on mange toute l'année, ouais. Ah ouais? Ça fait facile, mais Ça fait des dizaines de personnes? Là, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ouais, une dizaine de personnes facile en Donc, mange. et tu penses, Des confitures et tout ça. tu penses qu'un jour, est-ce que c'est ton but de faire en autonomie ta famille fruits et légumes ou... Fruits et légumes, ouais, si on peut avoir pas autonomie complète, parce que moi j'aime bien aussi parfois manger des ananas ou des choses comme ça, mais d'avoir un maximum de choses qu'on produit ici, oui, bien sûr. En fruits, légumes et oléagineux, c'est-à-dire d'avoir des noisettes et des noix. Moi j'en mange beaucoup, 3 fois par jour je mange des noix, des noisettes, des choses comme ça. Donc ça fait vraiment partie de mon alimentation. Moi mon but c'est de créer des interactions entre chaque élément. Donc si on part du principe que nous on est isolé du reste, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'échange et c'est pauvre en fait, ça appauvrit quoi. Bien sûr. T'arriverais à situer à peu près la quantité de kilos de légumes que tu fais Ah non, ça j'en sais rien. Ah, tu sais pas du tout. Non, j'en sais rien. Sur les 4 dernières années, où j'ai compté le chiffre d'affaires, j'étais entre 5 et 10 000 €. D'accord, ok. Ah oui, donc c'est vachement, ça se passe du simple au double. Alors c'est aussi parce qu'il y a, par exemple, il y a 2 ans, là, depuis 3 ans je fais ma maison. Okay. Donc et ça prend du temps. il y a 2 ans j'ai fait la couverture, l'isolation, les machins. Du coup le jardin, j'ai fait un pas de côté. Ouais, tu laisses un peu, ouais. Sur la quantité de personnes qui viennent t'aider, comment ça se passe, combien de fois par semaine
À peu près, moi j'accueille des gens en général là depuis quelques mois, 2 jours par semaine. 2 jours par semaine. Le lundi et le vendredi. Et il y a 1 ou 2 personnes qui viennent le lundi ou le vendredi toutes les semaines quasiment. Et alors on va dire souvent, ah oui, ça fonctionne pas parce que en fait il y a des bénévoles et il fait un autre boulot. Mais moi en fait c'est le monde que je préfère. Ouais. Enfin, je préfère un monde où on a plusieurs boulots et où la gratuité est possible. On peut aller chez quelqu'un, l'aider, apprendre et partager un moment sans forcément qu'il y ait un rapport financier derrière. Ouais. Et pour moi, c'est quelque chose de réel et concret. Donc ça fonctionne en ces termes-là. C'est pas du tout permaculturel, voilà, d'avoir une vision où on est tout seul dans son truc, à faire tout seul dans son coin. Pour toi, qu'est-ce que ce serait un habitat local? La maison elle est en silex et en sable. Le sable il est rouge. Donc, quand vous creusez, vous avez du sable qui est rouge, qui est du fer dedans. Après ça doit être de la chaux, je sais pas où elle est fabriquée, il y a du calcaire pas loin, qu'il devait y avoir des fours à chaud dans le coin. Une maison qui a 300 ans à peu près. Après le bois que j'ai mis à l'intérieur, pas tout, hein, mais quasiment, c'est une scierie qui est à Montargis à côté, donc à 20 minutes. Vous avez une scierie où il y a un peu tous les bois, mais c'est des bois qui coupent dans les forêts autour. Donc déjà ça je trouve ça bien. Ensuite là vous voyez dans les sacs il y a de la laine de mouton. Je vais faire un isolant pour mon système d'irrigation. Ça c'est des moutons qui sont à Soupe-sur-Loing à côté. Ensuite les ballots de paille, il y en a partout. Par contre ici, si je veux isoler avec de la paille, c'est facile. Ouais. Trouver de la terre. Je pense ça surtout, trouver des matériaux produits sur place. Ouais, locaux. Vous avez jamais vu les Earthships? Si, bah, c'est un peu notre rêve. Ça s'en inspire. Non, mais si t'as déjà, là regarde. Imagine un mur au sud, un gros mur, un vrai mur en pierre, hein, pas un mur en parpaing, voilà, un truc qui a de la masse, sur laquelle tu accoles une serre. Déjà, ta serre elle va être sur un microclimat favorable parce que tu as toute la chaleur accumulée dans le mur qui est restituée pendant la nuit. Le petit muret en pierre qui est là-bas, là, vous voyez, un petit mur en pierre de 80 cm de haut, et ben, quand il gèle dehors, là, la terre elle n'est pas gelée dehors, au pied du mur. Ah ouais, ça veut dire que je gagne 3-4 semaines de climat. Là, je gagne presque 300 km au sud, là. Je gagne le sud de la Loire contre le mur. L'espace optimal, c'est en fonction de la taille qu'aura la plante adulte. Tu vois, il faut imaginer la plante adulte. Et ça va dépendre de la variété et des conditions climatiques et du sol. C'est-à-dire que vous êtes dans une garrigue avec un sol pourri, pas d'eau et tout, bah, votre plante, de toute façon, va être un peu rachitique. Est-ce que vous êtes dans un endroit où il y a une bonne terre, de l'eau et tout, la plante elle va être beaucoup plus grosse, par exemple. Ce qu'on dit en général une bonne terre, c'est que c'est des terres assez polyvalentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'argile, pas trop de sable, pas trop de limon, un bon équilibre. C'est-à-dire que vous pouvez faire un peu tout. Ici par exemple, c'est pas très équilibré, c'est surtout du sable, des silex. Pour le rendre... Alors je rajoute beaucoup de compost fait sur place, avec tous les déchets du jardin. Le compost il est en général travaillé aussi par les poules. Il y a des feuilles mortes, il y a du foin, de la paille pour faire l'apport de carbone. Il y a aussi du compost de fumier de chevaux, des chevaux qui sont autour, donc, qui sont apportés ici où je vais le chercher, mais c'est pas à plus de 5 km. Et il y a aussi des composts de toilettes sèches. Ouais. Tu fonctionnes en toilette sèche? Ah oui, j'ai pas de... Ouais. J'ai réaménagé une vieille grange, j'ai juste fait un placard et une toilette et c'est fait. C'est très rapide. C'est beaucoup plus simple. Il y a besoin de faire le trou dans la dalle, de faire une cuve à eau noire, de machin, des trucs très fatigant. Et après c'est aussi les apports de matière directe en surface. Avec là il y a de la paille, dans les serres, dans les allées il y a des luzernes. Donc c'est de la biomasse qui pousse toute seule. Là vous avez de la consoude par exemple. Vous voyez quand vous la coupez, elle sèche et ça fait une source de paillage. Et ça la consoude ou la luzerne, ça va faire beaucoup de biomasse. Une consoude, ça vient 3 ou 4-5 fois dans l'année ou comme ça. Donc vous le coupez, vous pouvez alimenter un compost, donner à manger à des chèvres, ou mettre directement un paillage au sol comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, tu laisses la terre telle qu'elle, sans rien, sans... À nu Ouais. Non, j'essaye de jamais la laisser toute nue. Soit il y a une plante qui pousse dessus, soit elle est paillée. Soit elle est paillée avec du fumier ou des feuilles mortes ou de la paille ou des choses comme ça. Soit elle est bâchée. Et parfois elle est paillée et bâchée par-dessus. D'accord. Donc là vous avez les serres.
Il y a pareil plusieurs étages de végétation qui sont en cours. Dans les allées, vous avez des luzernes. Les luzernes, c'est ça, non? Ça va occuper l'espace au sol parce que il y a toujours des choses qui poussent. Hein, donc autant planter quelque chose d'envahissant et de pérenne. Ça, c'est la luzerne. Ça en plus, ça fixe l'azote atmosphérique. Okay. C'est une légumineuse. Donc l'air, hein, c'est composé à presque 75% d'azote, voire plus. Vous avez tout cet azote dans l'air qui est capté dans le sol par des bactéries qui sont sur les racines de cette plante. Et cet azote, il est redistribué dans le système par les mycorhizes ou quand vous coupez la plante. Quand vous coupez la plante, il y a une partie des racines qui meurent. Quand vous taillez un arbre, vous avez l'équivalent en racines, voire plus, qui meurent dans le sol. Et ces racines-là, elles se décomposent et elles sont disponibles ensuite pour les autres plantes. Donc ça occupe le sol. Ensuite, vous allez avoir plein de plantes qui vont être cultivées au sol et d'autres que je vais cultiver en hauteur. D'avoir eu les concombres, là, vous voyez, qui sont sécos hein, maintenant, mais qui ont poussé en hauteur, ça m'a permis d'avoir du basilic au pied, par exemple. Là, les tomates, quand je plante les tomates, c'est pas exclu qu'il y ait des oignons et des salades au sol. Et ta vision sur 2030-2050, le réchauffement climatique, comment tu imagines un peu ton avenir, ton activité et ta vie privée? Là, je vais pouvoir planter plus de plantes. Ça dépend si le Gulf Stream s'arrête, qu'on devient très froid ou très chaud, je sais pas. Ouais, c'est un peu j'ai l'impression que ce genre de système-là, il est beaucoup plus résilient de toute manière, qu'il fasse plus sec ou plus chaud ou plus froid. Et du coup, j'aurai toujours un truc à manger. Après, ce qui me fait juste un petit peu peur, moi, c'est toutes les agglomérations, les villes qui ont très peu d'autonomie. Et tous ces gens, en fait, qui savent tout rien faire. Ouais. Enfin, voilà, il y a complètement déconnecté de la réalité. Donc, après, moi, ici, en fait, je pense pas du tout à ça, parce que j'ai réglé tous ces problèmes dans ma tête. Ouais. J'y pensais avant, quand j'avais 14 ans. Je me demandais vraiment, faut que je trouve un truc à faire pour politiquement, écologiquement, faire quelque chose. Mais depuis que j'habite ici, que j'ai ma maison, j'ai construit presque tout seul, mon jardin, voilà, en fait, j'y pense pas trop.